Vous écoutez Arte Radio. Oh mes amis, vos âmes ont rejoint le silence. Je ferai chanter toutes les montagnes pour que résonne votre absence. Je ferai chanter toutes les montagnes pour que résonne votre absence. Oh mes amis, vos mots se perdent dans le noir. Je ferai parler tous les oiseaux pour raconter votre mémoire. Je ferai parler tous les oiseaux pour raconter votre mémoire. Oh mes amis, sans vous, je me sens seule au monde. J'inviterai les autres fous pour aller rire sur vos tombes. J'inviterai les autres fous pour aller rire sur vos tombes. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 57. Féministe jusqu'à la mort. Deuxième volet. Célébrer nos mortes. Cette année, le soir de Noël, j'ai installé sur la petite table devant le poêle du salon 5 bougies, un bouquet de fleurs séchées et la photo de Mémé, ma grand-mère qui faisait de la radio. À côté d'elle, j'ai disposé les livres que j'aime avoir près de moi. Ceux d'Audre Lorde, de Dorothy Allison, de Virginia Woolf et de Goliarda Sapienza. J'ai allumé les bougies, j'ai regardé la lumière des flammes sur les visages et les livres de ces femmes qui ont changé ma vie. J'ai pris le temps de penser à chacune d'entre elles, à ce qu'elles m'avaient apporté. Ça m'a fait du bien de me souvenir. Je n'avais jamais fait ça avant. Célébrer celles qui sont décédées et qui ont compté. Pourtant, j'en ai eu souvent envie. Je me suis décidée en revenant des rencontres organisées début novembre par un collectif d'habitantes de la montagne Limousine qui souhaitent se réapproprier la mort collectivement pour la réenchanter. Chaque année pour la Samhain, elles accueillent pendant 4 jours une 60aine de personnes venues de partout en France pour des moments suspendus de partage d'expériences, de savoir et d'imaginaire autour de la mort. Cette année, les rencontres ont lieu dans un centre d'accueil et d'hébergement au Villard, près du lac de Vassivière, sur le plateau des 1000 Vaches. Les personnes qui participent à l'atelier d'écriture avec vous pouvez... Les participantes vont et viennent entre la salle commune, la cuisine collective, les barnums sous le soleil, le grand jardin ou les gîtes au milieu des champs. Des espaces ont été aménagés avec un soin minutieux. On peut lire des livres autour des funérailles, du deuil ou des rituels, enfouis dans des coussins et des couvertures colorées. On peut raconter ou dessiner sur des grandes affiches les moments où l'on a failli mourir, ou les lieux rattachés à nos morts qu'on aimerait visiter à nouveau. On peut aussi s'inscrire à une scène ouverte autour de la mort qui aura lieu un peu plus tard. Dans une petite salle à l'écart, des cartes postales sont mises à disposition pour écrire à nos défunts. Plus loin, plusieurs personnes sont en train de broder une nappe qui servira pour le banquet final. À ses bords, y pendent de petits cailloux en feutre que l'on peut broder et dans lesquels il est possible de glisser des messages pour nos disparus. Là, je suis en train de broder un petit caillou en feutre qui est tout le long d'une nappe. Il y a des points de broderie touffus. Il y a un petit coquillage qu'on pourrait ramasser sur la plage. Et donc moi, j'ai mis un petit message pour ma maman du dimanche.
En fait, j'ai pas pu aller à ses funérailles, du coup, c'est une manière de lui rendre hommage. C'était une dame qui était une amie de mes parents et elle nous gardait. Du coup, c'était comme une deuxième maman. Mais je suis pas allée à ses obsèques et je pense que j'étais impressionnée parce qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient y aller. Quand on est ado ou jeune, on réalise pas trop l'importance d'y aller. Je pense que les parents, ils ont pas compris l'importance. Des fois, ils ont un peu raté le coche du symbolique. C'est pareil, mon père, il a jeté tous les carnets de ma grand-mère qui était orthophoniste et il a tout effacé. En plus, ma grand-mère, elle écrivait vraiment tout, donc c'est l'esprit de ma grand-mère, quoi. Je trouve ça dingue. J'arriverai jamais à accepter qu'il ait fait ça. Au-delà de l'effacement, c'est aussi... mon oncle, il arrête pas de dire « Ah, la cuisine de ma mère, c'était génial !» Mais c'est quelqu'un qui détestait cuisiner. Elle prenait que des surgelés. Elle balançait les trucs, genre vraiment dans les assiettes. Elle en avait rien à foutre. Vraiment, c'était le truc qui l'emmerdait au plus profond d'elle-même, qui la faisait super chier. Et lui, il adore cuisiner, donc je pense qu'il a besoin peut-être de faire un lien avec sa mère. Là, c'est vraiment réinventer un personnage qui n'existe pas, en fait. Dehors, un hôtel des morts a été installé autour d'un petit feu entouré de bougies. Qu'est-ce que tu fais ? Je dépose des choses sur l'autel des morts. C'est pas mal des végétaux, les bouquets, les créations qui ont été faits par ma maman, qui est décédée il y a 10 ans. Et il y a aussi d'autres choses qui datent plus d'une décoration pour un événement, mais que j'ai envie, plutôt là c'est moi qui ai envie d'enterrer ça. L'hôtel des morts, là, il est à côté de ce qui ressemble à un foyer de feu, donc les choses que j'ai envie de brûler, plutôt, je les ai mises dedans. Et les choses pour honorer, faire joli et penser à ma maman, je les ai mises autour. Et j'ai mis un miroir aussi, c'était à ma mamie, ça, qui est morte en 2013. Et ça fait 3 ans maintenant que je viens. Et ça me fait du bien de pouvoir parler de nos morts et de nos mortes avec des personnes pour qui le dialogue est ouvert et le fait de célébrer, c'est pas forcément quelque chose de lourd et de tabou et que ça peut être joyeux. Que même si ça fait 10 ans que ma mère est morte ou que j'ai d'autres personnes autour de moi qui sont mortes, j'ai envie de les avoir un peu avec moi et pas rayer des personnes de notre vie. Moi, je suis dans une famille où c'est plutôt tabou et superstitieux et j'ai du mal à parler à ma famille. Parfois, avec mon père, j'arrive à le faire parler un peu de ma mère, mais bon, tout de suite, je sens que ça lui coûte. Tout de suite, c'est très émotionnel et je pense qu'il y a beaucoup d'éducation catholique du côté de mon père et assez pudique. Je me dis que ouais, ça leur ramène trop de douleur ou que c'est plus simple de ne pas y penser ou alors d'y penser seul. Comme si la tristesse, c'était forcément quelque chose de personnel et d'intime. Je pense aussi que c'est des mecs, mon père et mon frère en l'occurrence, et que l'émotivité, c'est difficile pour eux de l'exprimer et que ça les rend faillibles, quoi, quand on en parle. En tout cas, moi, je sais que je trouve pas la manière de leur en parler sans que ça leur fasse quelque chose de lourd, quoi. Et pourtant, ici, c'est simple, alors je me dis que c'est peut-être pas que moi. Mais même les gens qui s'intéressent pas forcément à ce thème-là de manière ouverte, tout de suite, ils sont gênés quand je parle de ma mère. Ils ont tout de suite l'impression que « Ah, désolée, je voulais pas en parler. » Bah si, mais enfin, moi, je veux bien en parler. Et hier, j'ai fait l'atelier d'écriture sur... non pas justement de rayer un être de nos existences, mais plutôt de se relier à elle ou lui, comment la personne habite un peu notre manière d'être aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'elle connaît de nous, et qu'est-ce qu'on projette qu'elle connaissait de nous. Est-ce que ça peut nous inspirer dans le quotidien aussi ? Ça m'a fait du bien de me relier un peu à ça, et de me rappeler qu'en fait, elle savait pas mal de choses sur moi. Enfin, je pense qu'elle me voyait comme quelqu'un de très doux et très sensible aux autres, mais aussi comme ayant un peu de sa part de feu, d'envie de
de bousculer un peu le monde. Et ça m'a fait du bien de m'en rappeler, en fait. Parce que comme maintenant qu'elle est plus là, je me sens un peu seule dans la famille sur ça. Je me suis rappelé que j'étais pas seule, en fait. Et que je le tenais bien de quelqu'un. C'est mon père qui me l'a rappelé aussi il y a pas longtemps, mais un peu plutôt en petit reproche, en me faisant bien comprendre que j'étais bien la fille de ma mère, ou qui dit un peu plus ce qu'elle pense, même si ça dérange la moitié de la famille. Et en fait, sur le coup, ça m'a fait un peu un petit tilt, et après je me suis dit, bah oui, et du coup c'est bien, c'est bien comme ça. Quel que soit le thème des rencontres, chaque année, la Samhain est un moment où l'on prend le temps de célébrer ensemble les morts et les mortes. Pour la psychologue Magali Molinier, autrice de Soigner les morts pour guérir les vivants, cette démarche, comme de nombreuses autres qui émergent en ce moment en France et ailleurs, est très importante. Une possibilité, hélas, très répandue, c'est que la mort isole. Parce que ce sont des choses qu'on est amené à vivre comme si elles étaient uniquement individuelles, intrasubjectives, à l'intérieur de nous-mêmes. Or, c'est pas vrai, c'est partagé. C'est aussi important de pouvoir échanger autour de ça. Dans le champ de la psychologie, à la suite de Freud, qui met l'accent beaucoup sur les affects, on peut penser que ce qui va être important de vivre dans le deuil, ça va être l'expression des émotions, la tristesse, le chagrin, la colère, l'ambivalence, tout ce qui est du registre des affects. Les auteurs qui ont retravaillé à partir de leur propre auto-observation, en fait, comme Tony Walter, ont pu dire, mais finalement, moi, quand j'ai perdu ma très chère copine que je côtoyais depuis 20 ans, ce qui a été important pour moi, ça n'a pas été mes larmes, ça n'a pas été mon dialogue intérieur avec elle, ça a été le fait que j'ai pu parler avec des amis très chers et qu'on a pu revisiter ensemble sa biographie, s'expliquer tout un tas de choses, l'évoquer. Et finalement, c'était plus cette mise en commun de ces éléments biographiques plutôt que mes émotions individuelles qui importent. Et dans les propositions théoriques, on est passé d'un modèle de la rupture des liens comme étant le modèle normal du deuil. Vous devez rompre les liens, vous devez finir avec le mort, vous devez l'oublier, laissez-le partir, à une autre proposition qui est de dire, en fait, ce qui se passe aussi bien souvent, c'est le maintien des liens. Un des liens les plus connus, c'est le souvenir. Les rêves, bien évidemment, sont un des espaces qui peuvent être particulièrement investis dans la rencontre avec un défunt. Avoir besoin de faire des visites au cimetière, aller entretenir la tombe, regarder des photos, essayer d'en parler en famille ou avec des amis. On peut aussi faire un pèlerinage sur des lieux qu'on a connus ensemble. Ça peut être voir la personne, l'entendre, poursuivre une conversation avec elle. Ça peut être des sensations physiques. Il y a toute une gamme de vécus déjà sensoriels. Ce n'est pas parce qu'une personne meurt que la relation avec elle meurt. La relation se maintient et elle évolue, elle se transforme. Et il y a des morts qu'on oublie, et puis il y a des morts pour qui c'est important, avec lesquels, en tout cas, on va maintenir des liens, qu'on le veuille ou non, si je puis dire. I went down to the old Joe's Barrel at the corner of the square. There was plenty of food as usual, and Joe McKinney was there. La mort change tout. La mort d'une personne que l'on aime altère même les limites de notre imagination. La personne morte devient une fiction, un mythe, une légende. Les deux femmes les plus importantes de ma vie, ma mère et ma première amante, sont mortes. Parce que je ne peux m'arrêter de parler d'elles, de raconter encore et encore leurs histoires et de me les approprier,
tout en transformant leurs plaisanteries en paraboles et leur résistance obstinée en légende, je peux les sentir qui changent dans mon propre esprit et dans l'imaginaire de celles et ceux qui ne les connaissent qu'à travers moi. En écrivant sur elles, je me suis raccrochée à elles, comme je le faisais lorsqu'elles étaient en vie. Mais la mort est bien plus que la fin d'une vie. La mort est le moment à partir duquel les gens commencent à faire le point, à analyser les choses, ce qu'a été la vie, ce qui a été accompli, ce qui ne l'a pas été. La mort est le moment à partir duquel, si ce n'est pas déjà fait, la légitimation devient possible. La mort change tout. Manam, Rima El Khoury. N'hésitez pas à vous rapprocher un peu plus les uns des autres pour ne pas parler trop fort. En écoutant Magali Molinier, je me suis dit que le maintien des liens avait d'autant plus d'importance lorsqu'il s'agissait de défuntes, dont les histoires, les vécus et les traumatismes, voire les existences mêmes, sont bien souvent effacés. L'invitation de ce moment, en fait, c'est vraiment de juste partager, en fait, qu'est-ce qui se vit autour de la rupture de lignée. C'est aussi ce qu'ont pu constater les participantes à la Samhain lorsqu'elles ont échangé pendant les groupes de parole. L'un d'eux avait pour thème les ruptures de lignée. Voilà, donc nous on est là pour veiller aussi, mais j'ai envie de dire c'est plutôt une veille collective, une co-responsabilité de faire en sorte que voilà, on prenne le temps de s'écouter. Je remets la parole au centre. C'était au moment du deuil de mon père et donc j'avais beaucoup de douleurs. J'allais voir énormément de thérapeutes pour essayer de soigner ces douleurs. Et en fait, à plusieurs reprises, des thérapeutes ont nommé un suicide dans la famille. Ça nous parlait pas trop, enfin ma mère et moi, on connaissait pas d'histoire de suicide. Mais le fait qu'il y ait cette redondance de la question, elle a fini par la poser à sa mère, à ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle n'a jamais été très aimante. C'était une femme que je trouvais plaignante, quoi, qui se plaignait toujours d'avoir mal partout. J'étais assez jugeante vis-à-vis d'elle même. Et un jour, donc, quand ma mère lui pose cette question, pour la première fois de sa vie, donc elle avait 94 ans je crois, là elle nomme, bah ouais, ma mère c'est moi qui l'ai trouvée, j'avais 10 ans. C'était un secret comme ça qu'elle tenait en elle depuis plus de 80 ans, quoi. Et d'un coup, je me suis demandé qui j'étais pour me permettre de juger cette femme. Je sais pas, j'ai posé un nouveau regard sur elle. Ça pouvait me permettre de comprendre sa difficulté à aimer sa fille. Et puis, il y a eu une invitation d'une thérapeute à vraiment honorer cette femme, Louise Amandine. J'ai écrit des petits mots et puis j'ai planté un pommier pour cette femme. En tout cas, c'est par là que ça m'est arrivé, ces questions-là de lignée et de secret de famille, quoi. De lourdeur dans le corps, du coup. J'ai parlé. Ma mère, elle est immigrée, exilée irlandaise, avec un énorme traumatisme qui a créé une rupture de lignée, mais là en sens d'impossibilité de transmettre l'histoire, enfin son attachement à l'Irlande, parce qu'elle est dans une colère infinie, parce qu'elle a été obligée de s'immigrer pour survivre. Et la présence des morts est très très forte en Irlande. Ça remonte aussi à la famine. On a le sentiment d'être habité par tous ces morts et on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on ne peut même pas les identifier, les nommer. Et là, il y a eu une histoire qui est remontée il y a très peu de temps, qu'on ne connaissait pas, qui était qu'en fait, quand les femmes elles avaient des enfants qui mouraient à la naissance, mort-nés, en fait, parce qu'ils n'étaient pas baptisés, en fait, ils n'avaient pas le droit d'être enterrés. Et généralement, ils les enterraient dans le jardin, quoi, derrière la maison, de manière secrète, cachée. Et ma mère, elle a compris des choses qu'elle avait vécues quand elle était petite, où elle a senti qu'il y avait quelque chose, un drame qui s'était passé. Ses parents parlaient à voix basse et elle pense qu'il y a eu un mort, parce que j'ai souvent posé la question, est-ce qu'il y a eu des morts, parce
que tu as un frère qui est mort? Et parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est très fort, même en termes d'avoir des enfants, c'était compliqué. Moi, j'ai fait beaucoup de fausses couches. Et là, il y a cet enfant qui a dû mourir de manière non baptisée et qui, du coup, a été enterré, mais comme ça, quoi. Tout ça est là, quoi, présent en permanence. Et moi, c'est une question que je me pose souvent. Comment on fait quand il y a eu des traumatismes collectifs et qu'on se retrouve ailleurs, dans un autre pays, mais qu'on est quand même porteur de cette histoire-là. Voilà, comment on fait avec nos morts, même les morts qu'on n'arrive pas à nommer. Moi, par exemple, sur la lignée des femmes, par ma mère, ma grand-mère, et puis au-delà, il y avait des histoires d'abus, de viols, de violences. Et j'ai l'impression que et ma mère et moi à mon niveau, par le questionnement, par la prise de parole, la mise à jour de secrets de famille, on a cherché à dénouer des choses pour libérer nos lignées, arrêter les choses qui, de génération en génération, se reproduisent comme quelque chose dont on hérite. Et c'était hyper fort pour moi et partagé avec ma mère. Cette notion de vouloir stopper, quoi. J'espère que pour mes enfants, ce sera plus léger. Parce que j'ai 39 ans et je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Et jusqu'à plus de 35 ans, je voulais pas être maman. Parce que mon père disait des femmes qu'elles étaient soumises et que je voulais pas devenir soumise. Et en tirant le fil, j'ai compris ce que mon père ne disait pas quand il disait que les femmes étaient soumises, que sa mère, mais que sa lignée de femmes à lui, en fait, les femmes avaient été violées par leur père. Sur 3 générations, en fait, on a des enfants qui sont nés d'inceste et des femmes qui se sont débattues avec ça. Et donc, a commencé pour moi un chemin de clarification, de savoir qui en moi ne voulait pas être maman. Et en fait, par l'écriture, j'ai redonné à ma grand-mère des choix qu'elle a faits. Parce que pour moi, la soumission, c'est, en tout cas dans la bouche de mon père, c'était le fait qu'elle n'avait pas fait de choix. Et en fait, c'était important pour moi, en tout cas, de pouvoir lui redonner des choix. Sans enjoliver, mais juste des choix de protection de ses enfants, des choix pour arriver à se frayer un chemin dans toute cette violence et toute cette horreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu envisager de donner naissance. Et ma grande crainte, c'était de donner naissance à une fille. Parce que il y avait la question de est-ce que j'avais vraiment fait le travail jusqu'au bout, de façon à ne pas transmettre ce regard qu'on porte sur les femmes. Ce regard où elles sont soumises à partir du moment où elles ne trouvent pas les conditions autour d'elles et en elles pour pouvoir mener la vie qu'elles souhaitent pour elles et pour leurs proches. Donc pour l'instant, j'ai la chance d'être maman d'une enfant d'une puissance étonnante depuis qu'elle est dans mon ventre. C'est pas moi qui ai accouché, en fait, c'est elle qui est venue au monde. Et elle est incroyable par sa détermination et pétillante. Et du coup, j'ai vraiment confiance dans le fait de pouvoir l'accompagner sur ce chemin de faire ses choix par elle-même. Pour Magali Molinier, parler des morts et des mortes permet de les réhabiliter, mais aussi de mieux se connaître, se comprendre. On hérite en fait des morts.
Ça peut être des savoir-être au monde, des savoir-faire, des propositions plus spirituelles ou théoriques, des leçons de vie. On peut s'interroger chacun et voir de quoi on a hérité de ces personnes qui sont mortes aujourd'hui. Et je pense que ces personnes qui sont mortes aujourd'hui, qu'on les ait côtoyées ou pas d'ailleurs, sont des constructeurs de nos identités. De nos identités personnelles, mais aussi d'une identité familiale, généalogique. D'une manière générale, les morts nous fécondent avec ces choses-là. Ils nous aident à stabiliser nos identités, quelquefois à les reconstruire, quelquefois à les faire bifurquer. Et c'est en ça que ça peut être important d'aller quelquefois récupérer un ou une ancêtre, de relancer l'enquête sur qui il a été, qu'est-ce qu'il a apporté à la famille, en quoi il a quelque chose de fondateur pour la famille. Quand on découvre des violences, récupérer l'ancêtre, arriver à reconstituer quelque chose de sa vie, de ce qu'elle a vécu, des événements auxquels elle a dû faire face, je pense, peut faire partie du soin. Quand on commence à tirer le fil d'un mort, il peut tout à fait être un attracteur pour d'autres morts. On atteint d'autres niveaux de la généalogie. Et donc, ça permet aussi de se forger des identités choisies et pas forcément subies. Quand on a vécu soi-même des violences, par exemple de la part du ou des parents, eh bien, quelquefois, aller récupérer l'ancêtre, soit la grand-mère, soit une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père, etc., ça peut permettre de se reconnecter à sa famille en récupérant ce qu'on a envie de récupérer de la famille, en coupant le niveau qu'on peut identifier comme toxique. Pouvoir s'appuyer sur une figure familiale pour traiter quelque chose de ses propres souffrances. Du temps où je n'étais qu'une gosse, ma grand-mère me disait souvent, assise à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, « Petite, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes toutes enchaînées ? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons toutes, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà ? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe. Tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. » Petite, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battue pour rien. Il est toujours si grand, si lourd. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Puis ma grand-mère s'en est allée, un vent mauvais l'a emportée, et je reste seule sous le porche, en regardant jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Est-ce que tu voudrais expliquer ce que tu viens de faire ? Du coup, on est devant une carte géante. C'est la carte de là où on se situe par rapport à la mort. Et c'est une carte qui relie des petits piquets de bois par une ficelle à un totem. C'est un très beau totem qui est planté là au milieu d'une grande pelouse avec une courge tout en haut et une forme très étonnante. Un peu comme des chapeaux de fou avec plein de rubans. J'aime beaucoup les rubans. Dans des couleurs un peu ocre, beige, noir et bleu. Et donc ça, c'est le totem de la mort et on est invité à se situer. Et alors, moi, je me suis demandé, est-ce que c'est la distance avec ma propre mort ? Est-ce que c'est la distance avec l'idée de la mort ou quelle place a la mort dans ma vie ? Je
je me disais, si je me rapproche tout près, est-ce que je suis en train de m'envoyer un message inconscient que je vais mourir dans pas longtemps? Alors non, je vais pas me mettre trop près. Donc j'ai fait une espèce de mi-distance. J'ai mis un peu près, pas le plus près, mais j'ai un peu loin. Voilà. Mais en même temps, la mort, elle est avec moi depuis tout le temps. Quand j'ai eu 18 ans, une de mes amies, qu'elle en avait 17, et elle est morte d'un accident de vélo. Elle s'est fait renverser par une voiture. Et c'était une personne géniale, Cécile, était joyeuse, quelle lumière. Ça avait vraiment été un choc. Et puis on s'était réunis, on avait chanté Oh Happy Days dans l'église, gospel comme ça. À 22 ans, un autre ami avec qui je m'étais beaucoup construit, on avait fait nos premières années de fac ensemble, s'est suicidé. On a dispersé ses cendres dans la mer au loin à Noirmoutier. Plus tard, j'ai 29 ans, mon frère décède, il en avait 30. Il est mort d'une maladie. Des poumons assez rares. Il est mort très rapidement, en 1 semaine. Et là, je crois que ça a été vraiment l'une des morts les plus douloureuses, qui a commencé à inscrire la place du rituel. C'est-à-dire qu'un peu chaque année, aux dates anniversaires de sa naissance et de sa mort, j'allais sur les îles du Frioul, passer la journée. Je trouvais à une petite crique un peu isolée, sortir de l'urbain, prendre ce bateau, faire cette distance et passer du temps à écouter des chansons qu'il aimait bien ou que j'aimais bien avec lui ou qui me rappelaient du temps avec lui. Ça me faisait du bien. Du coup, je me sens proche de la mort. Après, moi, je suis PD, j'ai grandi avec cette pandémie du sida dans les années 80-90, entouré de messages médiatiques alertant sur les dangers, l'horreur de la pandémie. Et du coup, il y a cette association de « Ah oui, on meurt du sida parce qu'on est homo ». Donc pendant longtemps, dans mon psychisme, s'est construite cette association que le sida, ça passerait par le désir, notamment les mauvais désirs, les désirs homo, les désirs stigmatisés. Ça a assez incrusté. Et quand je sors du placard et que je vais fréquenter les lieux de socialité gay ou LGBT, les lieux de baise, les lieux de sexualité, les saunas, les backrooms, les bordels, les lieux de drague extérieure et les petits copains, il y aura toujours ce truc de si je veux baiser, il faut que je fasse gaffe à pas mourir en fait. Faut pas que la capote craque. Enfin, on pense à tous ces détails au moment où on devrait penser juste à prendre son pied, à partager un moment beau et doux et orgasmique. Le pire, c'est un peu quand la jouissance, l'éjaculation, l'orgasme arrive et qu'on sait que c'est un vecteur de transmission. Et c'est le moment où on devrait être le plus libéré de toute préoccupation. Et je trouve que ça, c'est vraiment terrible, en fait, de se construire avec cette idée qu'on peut mourir parce qu'on veut vivre en jouissant de la vie. Alors du coup, ça fait que, la mort, elle est dans mon corps tout le temps, quoi. Elle est dans mes pratiques, elle est dans mes liens, elle est dans ma communauté. C'est un fantôme, c'est un spectre qui est omniprésent. On meurt plus jeune, on meurt plus souvent, on meurt plus violemment, on meurt plus souvent d'agressions homophobes, on meurt du sida plus que d'autres communautés. Dans pas mal d'espaces communautaires, c'est des questions qu'on a eu envie d'aborder un peu, et notamment avec Louis, qui est là. Et moi, c'est vraiment en venant ici, à la première Samane il y a 3 ans, ça nous a vraiment beaucoup plu. Et là on s'est dit, mais il faudrait trop qu'on fasse ça, mais depuis aussi nos histoires queer. On a fait un banquet où on invitait les morts et les mortes avec qui on avait envie de manger. On avait ouvert les fenêtres pour que les choses puissent arriver. On allumait des bougies et à chaque bougie qu'on allumait, on proposait aux personnes aussi de nommer la personne qu'on invitait à table. Puis ramener les morts qui n'ont pas forcément la place, quoi. Il y a eu quand même pas mal d'histoires racontées, partagées, de rituels ou de cérémonies qui n'avaient pas pu se faire avec la famille, parce que pas invitées par la famille, parce qu'on ne savait pas, parce que la famille n'avait pas les adresses, ou souvent aussi parce que la famille ne souhaitait pas que les freaks qu'on peut incarner pour certaines visions du monde plus conservatrices participent à ces cérémonies. Parfois, c'était des personnes qui avaient transitionné, dont la transition n'était pas reconnue par la famille, par exemple.
Du coup, il y avait quelque chose dans le fait de se retrouver entre freaks, entre queer, et de pouvoir faire rituel ensemble qui venait combler ou réparer un manque de ne pas avoir pu honorer nos morts et de pouvoir le faire avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais avec qui on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ça fait mal de ne pas pouvoir aller à ces cérémonies ou de ne pas pouvoir y être convié ou faire simplement un geste rituel. Alors une des choses qu'on a faites, c'était de faire une playlist de nos morts après le banquet. D'inviter les gens à mettre une chanson qui leur est chère en lien avec un de leurs défunts ou défuntes. Et cette boum, c'était super parce qu'on a dansé avec les morts. Moi, je dansais avec mon frère et avec Jérémy, qui est cet ami qui s'est suicidé. Où plane un peu le soupçon que peut-être c'était parce qu'il était homo et qu'il ne l'assumait pas ou que c'était impossible pour lui de l'assumer en fait. C'est une question, on ne sait pas, mais il y a des faisceaux d'indices. Ils étaient tous les deux très forts avec moi, avec nous, Antoine et Jérémy. Et on avait beau pas toutes se connaître dans l'espace, pas toutes connaître les personnes auxquelles on s'adresse, on savait que chaque chanson signifiait quelque chose pour l'un ou l'une d'entre nous. Ça a rendu cette danse-là, cette farandole, très magique un peu, non ? Un peu, ça faisait sens. C'était beau, quoi. À la fin de la Samhain, les organisatrices ont proposé de partager un repas en l'honneur des morts et des mortes. Elles ont aligné des grandes tables dans un champ sous le soleil de novembre. Dessus, elles ont déplié la nappe brodée, lestée de petits cailloux de feutre remplis de messages. Les participantes avaient cuisiné des sablés sucrés et salés, fourrés de figues ou de fromage, en forme de poisson, de petits bonhommes ou de sirènes. Des sauces blanches et bleues, couleur mer, accompagnées des légumes crus répartis tout autour des plats. Des bougies avaient aussi été fabriquées les jours précédents. Chacune est venue en déposer une, tout doucement, sur les tables, autour desquelles tout le monde se tenait debout. C'était magnifique. Célébrer, se souvenir, laisser des traces, se rassembler. C'est ce qui irrigue le travail de l'autrice Hélène Giannichini. Son dernier livre s'appelle « Un désir démesuré d'amitié », comme l'une des phrases qui orne le monument érigé à Amsterdam à la mémoire des personnes homosexuelles persécutées et opprimées. Le roman d'Hélène Giannichini parle d'amitié, mais aussi de filiation. Comment se composer une généalogie alternative, sauver de l'oubli les vies que la mémoire majoritaire dédaigne. C'est Susan Sontag qui m'a mis sur la piste. Elle dit c'est ce que m'apprend l'épidémie de sida, c'est qu'une vie homosexuelle vaut moins qu'une autre. Et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Moi, j'hérite de ce constat en tant que personne lesbienne. Ma vie vaut moins qu'une autre. Comme elles n'appartiennent pas à la norme, c'est des vies qui sont... elles comptent un peu moins. Et je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ça. Comment est-ce qu'on hérite d'un mépris ? Comment est-ce qu'on hérite d'une violence ? Et on en hérite et on doit, je crois, s'en emparer et ne pas l'oublier. Parce qu'à l'intérieur de cette histoire qui est évidemment pleine de brutalité, il y a aussi beaucoup de force et ça nous permet d'être solides. Donc moi, je suis aussi allée chercher ça, ces récits-là. En fait, le livre, il part du constat que quand on est une personne homosexuelle, on est souvent dans une famille hétérosexuelle. Donc une partie de notre histoire politique ne nous est pas transmise. On ne nous explique pas que la Gay Pride, ça célèbre les émeutes de Stonewall, par exemple. Tout ça, on l'ignore. Et donc moi, j'ai voulu aller chercher des bribes de cette histoire parce que moi, ça m'a manqué. Ça rejoint, par exemple, l'idée d'avoir une lignée que moi j'ai cherchée, qui n'était pas une lignée de ma famille biologique, mais une lignée de militantes féministes, Gwyn, queer, marginale, déviante. Je me sens liée aussi à toutes ces existences dont on n'a parfois que des traces parcellaires, des photos oubliées au fond des boîtes, dans les brocantes, à ce que le philosophe Michel Foucault appelle les vies infâmes. Je me sens appartenir à une lignée infâme. Et je pense surtout qu'on l'a choisi, sa lignée. Il y a une part de fiction. Dans les histoires de famille, on le sent bien.
La fiction est à l'œuvre dans les familles biologiques. Un événement est tellement répété, enjolivé, on rajoute un petit détail que ça devient vraiment autre chose que le réel. Je pense qu'il faut qu'on soit forte de ça et que du coup on se raconte nos propres histoires. Et dans le livre, je cite cette phrase qui est souvent citée de Monique Wittig, c'est « Souviens-toi, fais un effort pour te souvenir ou à défaut, invente ». Et en fait, quand elles se souviennent, les Amazones, elles sont une menace pour l'ordre établi. Elles ébranlent les institutions. Avoir une histoire, c'est avoir une force qui est démultipliée. Ce qui m'intéressait aussi, c'était la possibilité politique du deuil. Bien sûr, on pleure une personne, un individu qui disparaît, mais cette personne, en s'inscrivant dans une cause, une histoire, un moment, en fait, il y a quelque chose qui excède la seule peine, et c'est un moment de deuil politique qui est là. On a des exemples de ça, comme par exemple les funérailles de Marielle Franco au Brésil, qui était une militante lesbienne qui est morte assassinée. Ces funérailles ont été un moment de peine et de lutte. Quand tu vois des photos, par exemple, c'est extrêmement bouleversant parce que tu sens que quelque chose traverse le drame de son assassinat et de sa disparition et qu'elle insuffle une force jusque dans sa mort aux personnes qu'il aimait, aux militantes qui sont là. C'est aussi beaucoup des moments où le cercueil est porté, un rapport à la dernière présence matérielle du corps. C'est aussi quelque chose sur les visages de l'ordre de la colère. C'est comme si la lutte avait un visage, donc c'est aussi la lutte qu'on pleure ou qu'on célèbre quand il ou elle disparaissent. Je suis dans un moment où je trouve ça bien de voir comment les marges ou les vies marginales, en fait, il y a des problématiques qui nous relient. J'étais allée visiter à New York un cimetière qui est sur une île à côté de New York où ont été mis les premières personnes mortes du sida dans les années 80. On les a éloignées de la ville, par exemple, et c'est aussi un endroit où arrivaient des canalisations d'égouts, de bouches d'égouts. La symbolique était extrêmement violente. Et là, se retrouver des corps que la société ne voulait pas. C'est des fosses communes, en fait. Et tu peux aller visiter cet endroit. Et c'est là aussi qu'ont été mis des corps de gens mortes pendant la pandémie de Covid. Et notamment des corps de personnes sans domicile. Aylan. J'étais enceinte quand ils ont retrouvé ton corps mort sur une plage de la Méditerranée. Je ne sais pas où tu voulais aller. Tu étais si petit que je ne suis pas sûre que tu saches où tu voulais aller toi non plus. Ta mort m'a fait terriblement douter de mon devenir maman. Je voulais te dire qu'en apprenant à être parent, je pense à toi. Très chère Tati, mes douces pensées vers toi que je garde si fort dans mon cœur. Cher père, tu aurais pu ranger tes affaires. Car voilà, tu ne voulais pas mourir, tu laissas un grand bordel. Tes fils n'ont rien voulu ranger, je triais tes papiers, tes livres, tes chaussettes, etc. Je découvrais après que la plupart du temps, c'est ainsi que ça se passe. Les femmes trient. Et oui. Chère grand-mère, plus je vieillis, plus je sens ton parfum et la chaleur de ton cou. Parfois, j'aimerais que cela cesse. Peux-tu faire quelque chose ? Coucou papy, c'est Sylvain. Je t'écris parce que je me suis récemment fait arrêter par la gendarmerie parce que je conduisais ta 106. Bon, c'est un peu la mienne depuis que t'es mort quand même, et c'était la première fois qu'on m'arrêtait parce que c'était la voiture d'un mort. Sur ce, on m'a fait un test de drogue et j'ai failli perdre mon permis parce que j'avais de la méthamphétamine dans le sang. J'ose t'en parler parce que c'est loin pour toi tout ça. Bref, je t'écris pour te dire que je vais mettre la voiture à mon nom et j'espère que c'est ok pour toi. Gros bisous, ton petit-fils, qui n'est devenu ni banquier, ni avocat, ni médecin. Salut à toi dont j'ai oublié le nom. Salut à toi, qui comme tant d'autres a ravagé mes innocences d'enfance de tes pervers désirs. Salut à toi, 6 pieds sous terre, tu es bien mieux là qu'en enfer. Ta mort m'a sidérée. J'aurais voulu que le monde s'arrête, que chacun, chacune prenne acte. Dans ton pays, il y a eu des révoltes. Dans le mien, le quotidien a fait son œuvre. Je voudrais m'excuser.
J'aurais voulu que tous les antiracistes du monde te célèbrent et que les autres se taisent. J'ai peur, car c'est de pire en pire. Ta mort médiatisée n'a pas permis un basculement pour les millions non médiatisés. Je voudrais m'excuser, je suis contente de pouvoir aujourd'hui te célébrer un peu ici, à quelques-unes. Cette année, les rencontres de la Samhain avaient pour thème la mort au loin. Il s'agissait notamment de rendre hommage aux femmes, aux enfants et aux hommes qui meurent en mer en tentant de traverser les frontières. À Calais, depuis 1999, au moins 468 personnes sont décédées, dont plus de 100 personnes ces 3 dernières années. C'est ce que m'a expliqué un militant calaisien, venu ici parler du travail réalisé à la frontière franco-britannique par un groupe de citoyens dont il fait partie. Ils ont décidé de compter précisément le nombre de morts et de mortes, pour ne pas oublier, mais aussi et surtout, il et elle souhaitent retrouver les noms et identités des personnes décédées ou disparues, afin de prévenir les familles et les accompagner. À chaque fois qu'il y a un naufrage, il y a des communiqués de la préfecture maritime de la Manche. Et souvent, dans ce communiqué de presse, il y a une ligne qui vient dire que 2 personnes sont décédées. Mais c'est souvent qu'une ligne très déshumanisante qui mentionne jamais d'autres informations que le genre de la personne. L'idée, c'est de se mettre en mouvement, faire une recherche, rencontrer les gens, de poser des questions, de chercher, de montrer des photos, de recouper aussi des informations sur les départs, sur les arrivées, de pas laisser cette information-là comme une information banale. Les personnes solidaires sont amenées aussi à accompagner les proches lors de rencontres avec la gendarmerie maritime, à aller relancer les institutions dans le cas d'attente, parce que aujourd'hui, les corps sont gardés de plus en plus longtemps, 2, 3, 4, 5, 6 mois, elles sont gardées à la morgue. Ça rend les situations des familles et des proches de plus en plus difficiles face au décès, avec des attentes, de l'incompréhension. Dans le cas d'un jeune homme qui s'appelle Juma Alassane, qui est décédé au printemps dans le canal de La à Grand-Fort-Philippe. Juma, il est décédé en essayant de monter dans un canot pneumatique dans le canal. Les personnes qui étaient sur le bateau avec lui témoignent d'une intervention policière avec l'usage de gaz lacrymogène au moment où les gens montent dans l'embarcation, au niveau d'une écluse. Et du coup, plusieurs personnes qui tombent à l'eau et vont signaler la disparition de leur ami. Il y a des brèves recherches qui sont organisées pendant la nuit, mais la police conclut qu'il n'y a personne qui a dû tomber à l'eau, que personne n'a disparu, et ne vont pas faire d'autres formes de recherche et d'enquête. Entre-temps, il y avait la famille qui contactait beaucoup les personnes à Calais en demandant des informations, des nouvelles et autres. Et voilà, le corps est réapparu 3 semaines après en aval, il me semble, du canal. On avait été amené à accueillir son oncle qui venait d'Angleterre, qui avait lui aussi traversé la Manche quelques années auparavant. Ça devient de plus en plus complexe parce que du coup, les proches vont se rendre à Calais, vont être en demande de voir le corps. Là, c'est une personne de confession musulmane, donc il y a une question du traitement du corps, une importance à ce que les choses se fassent normalement, rapidement, dans un certain nombre de jours. Et là, en fait, en face, nous, on n'a aucune réponse à apporter aux proches, sinon d'expliquer que oui, ça prend de plus en plus de temps et qu'il y a une enquête et de faire le lien, la médiation, en fait. L'oncle était présent, nous relançait. Lui était dans une position de médiation aussi avec la famille en Syrie qui n'y croyait pas tant que le corps n'était pas présent, en fait. Et aussi l'espoir que ce soit pas lui. Et du coup, ça a mis plusieurs semaines jusqu'à ce qu'on puisse aller voir le corps au salon funéraire à Dunkerque. Et là encore, c'était une nouvelle violence avec des discours qui visaient à dire qu'il fallait vraiment pas aller voir le corps parce que c'était un corps noyé qui en plus avait passé du temps dans l'eau, était dans un état de délabrement très complexe et très violent. Et face à ça, il y a une volonté de la famille de le voir. On nous demandait de faire la traduction entre l'oncle et le patron des pompes funèbres pour le convaincre que c'était pas une bonne idée, jusqu'à nous faire signer une décharge en disant que si il lui arrivait quelque chose de traumatique, c'était de sa responsabilité. Enfin, matériellement, il y avait aussi un truc d'inégalité. On est rentré dans un salon funéraire, on nous a demandé de sortir, on nous a fait rentrer par une porte derrière. On sentait qu'il y avait une différence de traitement. Bon, le corps a pu être rendu à la famille en Syrie suite à un rapatriement, mais il y a plein de familles qui pourront jamais ni se rendre sur le lieu de disparition ou de décès. Les familles sont loin et ça demande une situation administrative particulière.
Oui, elle dit vrai. Elle dit l'instant. Le ciel, le clair de lune, les falaises de craie, les éléments qui se pétrifient, le blanc ténu. Elle est partie pour s'en sortir, tu comprends ? Elle dit sa marche dans un cercle et la nage des anges. Elle dit aussi que sa peau pelait en fines écailles. C'est pour ça la vaseline. Elle dit d'autres choses ? Oui, asiatique, 35 ans peut-être. Des papiers ? Non, pas de papier. Pas de papier. Juste des empreintes digitales, un thorax d'acier et des coudes ailés. Elle dit la moitié du globe traversé jusqu'à l'horizon, là, à 40 km de l'autre côté de la mer. Vaseline, lunettes de natation, vêtements et une barre de céréales. C'est tout ? Non. Une boussole pour la nuit, tu comprends ? D'autres choses ? Non. Mieux vaut voyager léger, surtout à la nage. Pas de nom ? Non, pas de nom. Juste elle, accrochée à ne pas se perdre. Un visage, un corps ? Oui, un visage qui a mauvaise mine et un corps dentelle. L'état lugubre a effilé les peaux et l'armoire cousue sous sa chair, nervure fondue digitale, est devenue sarcophage. Son corps a été ramené par le ressac. Ramené sur la plage de la Pointe aux Oies, à Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer, d'où elle est partie. Ressac. Ressac. Ressac, Florence Loutre-Barbier. Comme à Calais, en Sicile, à Catane, un groupe de militants et de militantes s'est mobilisé pour joindre les familles et pour donner un nom aux personnes décédées en tentant de traverser la Méditerranée. Ce petit groupe s'appelle la Squadra. Le livre « Relier les rives » de Karolina Kobylinski et Filippo Furi retrace cette initiative. Il raconte aussi la vie des morts auprès de celles et ceux qui les accueillent, à travers des textes, des poèmes, des chansons, comme me l'a expliqué Karolina Kobylinski. Je pense que la Squadra n'a pas du tout prévu en amont la façon dont ce travail de construction d'une base de données autour des morts allait affecter leur vie. Ils n'avaient pas prévu d'être si attachés à ces morts au pluriel et en général, mais aussi à chacun et chacune des personnes dont ils se sont occupés en essayant de retrouver des pistes d'identification. Comment les liens émergent, un lien empreint d'affection et pas seulement d'empathie. Il y a aussi clairement un autre élément qui est celui de la transformation. Comment partager avec un autre qu'on ne connaît pas ses espoirs et ses détresses nous rapprochent et comment ces relations-là transforment le rapport à la politique, le rapport aux migrations et le rapport à la mort de façon plus générale. Les morts ont une présence agissante. Il faut savoir que parmi les personnes qui se sont pliées au jeu des pistes d'identification, pour parler comme ça, beaucoup n'étaient pas particulièrement militantes en faveur des personnes migrantes, loin de là. Je pense à Madame Giordano, qui travaille à l'état civil, qui un jour nous avait dit « Mais vous savez, pour moi, maintenant, la mer n'a plus la même couleur. » Elle me disait « Mais je ne peux pas vous dire quelle est sa couleur. » Mais je peux vous garantir que je ne la vois plus pareille. La dame en charge des morts migrantes à l'état civil, la première fois qu'on l'avait rencontrée avec Philippe, elle nous avait dit pour moi, toutes ces morts sont des morts incomplètes. Ce qu'elle voulait nous dire, c'est qu'il fallait un nom. Mais ce que nous avons compris le temps passant, c'est qu'il n'était pas qu'une question de nom. Il était aussi question, dans cette affaire de complétude ou incomplétude, si on peut parler comme ça, c'était de combler la solitude de ces morts et ces mortes, de leur offrir une place au sein de la société, en attendant peut-être qu'ils et elles puissent rejoindre leur société d'origine. Il nous a semblé avec Filippo que la façon dont nos interlocuteurs et interlocutrices introduisent ces personnes décédées au sein de leur vie, dans leurs rêves, dans les discussions à la maison, dans les visites au cimetière, dans toute une série d'actions très
courantes et ordinaires, ils étaient là en train de les amener, comme nous le disait très joliment un monsieur qui travaille pour les pompes funèbres, il disait « Nous ramenons ces morts à la maison. On en fait des nôtres. » Devenir en quelque sorte une famille par substitution, en attendant de rejoindre les familles, on se met à leur place. En Tunisie, des mères se sont retrouvées suite au décès d'un jeune enfant prénommé Youssef pour coudre une couverture à partir des petits fragments de tissu qui représentaient leur être cher disparu ou décédé à la frontière. Donc chacune de ces personnes, presque toutes des femmes, presque toutes des mères ou des sœurs, se sont retrouvées pour constituer une couverture composée de fragments d'histoires multiples, mais ensemble produisant une histoire unique, qui est l'histoire de ce que font les frontières, enfin plutôt le régime frontalier aujourd'hui. Et d'ailleurs, les collègues qui travaillent sur les collectifs des familles qui cherchent des personnes mortes ou disparues aux frontières montrent bien qu'il s'agit pour beaucoup des groupes composés presque entièrement de femmes qui dénoncent l'opacité à l'égard de ce qui se passe aux frontières, qui cherchent leurs morts et leurs mortes, et qui, dans ce faire, font de certains éléments que l'on utilise souvent pour caractériser les femmes, leur douleur, leur souffrance, leur dimension de victime, ces femmes qui réussissent à renverser ces éléments-là pour en faire des aspects saillants de leur façon de commémorer, de demander justice, de demander réparation. Et ce qu'on appelle l'activisme de la douleur. Oh mes amis, vos corps se sont changés en pierre. Je ferai chercher tous les trésors pour en vêtir vos froids de chair. Je ferai chercher tous les trésors pour en vêtir vos froids de chair. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard. Accompagnement éditorial, Sarah Bénichou. Illustration, Anna Vandragogussé. Lecture, Estelle Clément-Béalem. Merci à Hélène Chaudot et à toute l'équipe de la Samaine, à Louis, à Virginie Chavance et à Lisa Carayon. Oh mes amis, le sang a séché dans vos veines. Je ferai pleurer tous les tyrans pour en abreuver nos fontaines. Je ferai pleurer tous les tyrans pour en abreuver vos fontaines. Pour poursuivre les célébrations de nos morts et de nos mortes, vous pouvez écrire à Hélène Gianecchini, qui pour un projet de livre part à la recherche de photographies amateurs de personnes queer tout au long du XXe siècle. Je vous propose aussi d'aller écouter Gaza Calling, le dernier podcast de Marine Vlahovic, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui m'a accompagnée tout au long de l'élaboration de cet épisode. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à Soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.